Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre 54e numéro de Business Challenge. Chers téléspectateurs, bienvenue. Nous allons, dès cette édition, commencer avec une résolution prise par l'équipe de Business Challenge pour l'année 2021. Nous avons décidé, à partir de 2021, de présenter dans chaque numéro de Business Challenge un reportage ou un événement qui se passe dans les régions du Niger. Le Niger a 8 régions. Et chacune des régions, aujourd'hui, peut être considérée comme un pôle économique. Après Niamey, qui a connu une grande ébullition ces dernières années, une grande dynamique en matière de création d'entreprises formelles, de transformation du secteur privé, c'est sans doute Maradi qui est en deuxième position dans ce domaine. L'entrepreneuriat des jeunes progresse à Maradi, l'entrepreneuriat se formalise et des investissements sont faits dans beaucoup de domaines. Mais nous allons vous faire découvrir déjà une initiative à Maradi d'un jeune qui s'est lancé dans le secteur des services. Il place des répétiteurs dans les familles pour aider les élèves à mieux apprendre leurs cours, initie les enfants de leur bas âge à l'anglais ou à l'informatique et aussi donne des cours de recyclage aux adultes, une sorte de deuxième chance. Nous allons partir à Maradi et à la découverte de EE Solutions. C'est notre premier reportage dans cette nouvelle rubrique de Business Challenge qui s'appelle Dynamique régionale. Et puis juste après Maradi, nous allons vous proposer dans cette édition un grand plateau pour parler de la finance islamique. On en parle de plus en plus dans l'espace IMOA, au sein de la CEDEAO. La finance islamique, aujourd'hui, intéresse de plus en plus d'acteurs économiques, même si ses tenants et ses aboutissants ne sont pas toujours connus de manière très claire. Au Niger, depuis quelques années, l'écosystème se met en place pour promouvoir et renforcer l'ancrage de la finance islamique dans le secteur financier et dans le financement de l'économie nationale. Pour en parler et comprendre comment toute cette dynamique est aujourd'hui en train de se mettre en place et de se développer, nous recevons dans cette édition Business Challenge le directeur général de la Banque islamique du Niger. Il nous parlera de comment la Banque islamique aujourd'hui est en train de se développer et surtout de comment elle va financer de plus en plus le secteur privé et aussi de comment la gouvernance et la surveillance de la banque islamique et de la finance islamique de manière générale est en train de se développer dans notre espace. Et nous allons clôturer cette édition en vous parlant aussi d'une autre PME qui aussi se distingue avec une idée assez ingénieuse. Elle est active dans le secteur du BTP. Le BTP, c'est aujourd'hui un des secteurs aussi qui est en pleine croissance au Niger. L'immobilier progresse, la demande en logement également, et l'investissement immobilier, que ce soit public ou privé, connaît un boom. Ce qui, aujourd'hui, génère une forte demande en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est exactement ce que cet entrepreneur a compris et il a créé un bureau de placement d'ouvriers spécialisés dans le domaine du BTP. Nous allons partir à la découverte de son activité, de son avantage pour le secteur du BTP. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Calez-vous confortablement dans votre siège et allons-y pendant 52 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger et aussi avec un regard sur notre sous-région. L'émission Business Challenge ouvre une fenêtre consacrée à la dynamique des régions. Désormais, dans chaque numéro, l'équipe de Business Challenge vous fera découvrir les récits des hommes et femmes qui animent l'écosystème entrepreneurial dans les régions du Niger. La dynamique régionale, les innovations locales ainsi que les initiatives privées et leur impact positif vous seront décryptés. Pour ce premier volet reportage, nous vous emmenons dans la région de Maradi à la découverte d'e-Solutions Educational and Enterprise Solutions, un cabinet de formation et de prestation de services. Créé par un natif de Maradi pour mieux préparer les professionnels à répondre aux exigences du marché du travail, ce promoteur a acquis une solide expérience anglo-saxonne. J'étais
J'étais de l'anglophonie, j'étais au Nigeria, dans les grandes villes du Nigeria, donc Lagos, Port Harcourt, Calabar. Donc j'ai enseigné dans des grandes écoles. J'ai enseigné dans une école américaine et c'est là-bas que j'ai commencé donc, ma carrière professionnelle. J'ai enseigné le français langue étrangère. Je vous ai dit que je suis linguiste de formation. Et donc, je connais très bien donc, le curriculum américain. J'ai aussi enseigné dans une école britannique à Lagos, une grande école qu'on appelle Green Springs, une des grandes écoles même en Afrique. Et donc, maintenant, c'est toute cette acquisition, toute cette expérience que nous voulons vraiment partager ici avec nos concitoyens ici au Niger. À la demande du client, eSolutions propose une gamme de formations de la maternelle au recyclage des professionnels. Le placement des répétiteurs dans les ménages, l'apprentissage précoce de l'informatique et l'anglais dans les écoles primaires sont entre autres les programmes du cabinet eSolutions. Et nous sommes dans la formation de façon générale ainsi que d'autres prestations, services. Mais la base quand même c'est la formation. Et on s'appesantit surtout sur la formation après la formation initiale, c'est-à-dire après la licence, après le master. Et bien entendu, il y a aussi d'autres formations donc, qui incombent aux professionnels du XXIe siècle. Donc notre mission donc, est de répondre donc, à ces grands défis de formation d'après la formation initiale. Avant eSolutions, bon, il y a des formations, il faut aller dans la capitale, il faut venir à Niamey pour faire ça. Mais maintenant, il y a des gens qui m'ont vu et qui m'ont dit que, bon, votre formation d'anglais, là, moi, je voudrais aller au Ghana ou au Nigeria, mais dès que j'ai découvert votre formation, donc, je n'ai plus besoin d'aller. Donc, ils sont venus et ils étaient satisfaits. Maintenant, pour ce qui est aussi des placements des répétiteurs à domicile que nous faisons, c'est aussi un ouf de soulagement pour les parents, parce que vraiment, il y a des parents qui nous appellent et qui nous disent que, vraiment, mon enfant, depuis que vous nous avez recommandé un répétiteur quelconque, mon enfant est en train de savoir lire ou de savoir écrire ou de savoir calculer. Le manque d'infrastructures numériques de qualité et souvent l'indisponibilité des professionnels constituent entre autres les difficultés majeures du cabinet eSolutions. La réticence de la société pour pouvoir accepter nos produits et services. Maintenant, il y a aussi une deuxième difficulté, c'est de pouvoir atteindre notre cible parce que nous sommes juste un cabinet, on n'est pas un organisme ni une ONG, nous sommes juste un cabinet de formation, on est trop restreint. Donc, atteindre notre cible, c'est-à-dire les gens là qui ont besoin de nos produits et services, c'est un problème. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Bon, maintenant, il y a aussi, bon, certains, comme vous le savez, on fait l'anglais. Il y a beaucoup ici qui ont vu notre programme et vraiment ils se sont intéressés par notre programme. Et ils ont trouvé ça vraiment d'abord innovant et exceptionnel. Et il répond vraiment donc, à leurs besoins, à leurs exigences. Mais malheureusement, parfois, ils commencent à cause des missions, comme c'est des professionnels, c'est des bureaucrates, ils ont toujours des missions à faire. Ils commencent leur programme et ils rompent. Donc la rupture là, vous voyez, donc une formation de langue, quand on rompt là, c'est un problème. Récemment, on s'est lancé aussi dans la formation en ligne, surtout notre programme d'anglais. Donc on fait la formation en ligne. Mais malheureusement, depuis un certain temps, l'Internet est en train de nous donner beaucoup de difficultés. Pour l'année 2021, le cabinet entend organiser une grande compétition communale afin de promouvoir la culture de l'excellence et du mérite à Maradi. On a remarqué qu'il n'y a rien, il n'y a aucun engouement vraiment au niveau, non seulement des candidats, au niveau des professeurs, ou au niveau même des écoles en tant que tel. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien qui les motive donc vers les études. Et cette année, on a décidé vraiment de faire une compétition communale qui va vraiment donc, au niveau des bacheliers. Et nous sommes en train de l'organiser avec tous les partenaires de l'éducation, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge sur notre plateau Grand Angle. Et le Grand Angle de ce soir reçoit le directeur général de la Banque islamique du Niger, M.
Abakar Mohamed Adoum. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, M. Seydou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Business Challenge. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir de vous recevoir en tout cas. Alors, nous allons parler ce soir de finance islamique et puis de comment la finance islamique est en train de se développer au Niger et peut-être même dans l'espace IMOA, parce qu'aujourd'hui, tout est imbriqué en matière de réforme, en matière de développement des écosystèmes. Nous sommes plutôt dans une approche régionale. Et, alors, au Niger, en tout cas, ces dernières années, on entend de plus en plus parler de la finance islamique. On voit des acteurs, que ce soit au niveau du monde financier avec la Banque islamique, au niveau du secteur public avec des institutions qui sont mises en place, mais aussi au niveau du secteur du monde associatif. Il y a des associations, des structures qui s'organisent et on a l'impression qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer. Alors, j'aimerais quand même demander déjà, vous demandez, vous qui êtes dans le secteur, qu'est-ce qui explique cet engouement pour la finance islamique qu'on ressent de plus en plus? Merci Seydou, je suis très honoré d'être l'invité de l'émission Business Challenge pour échanger avec vous sur l'activité que nous menons, celle de la finance islamique. Vous l'avez dit à juste titre, il y a un engouement. Et cet engouement, je pense qu'il est lié à deux facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est qu'il y a une forte demande de cette finance-là. Il y a une forte demande de la population, de l'espace IMOA. Et le second facteur, c'est que cette finance, notamment la finance islamique, a montré que c'est le système le plus résilient au choc exogène que connaît généralement le secteur, le système financier. En 2008, avec la crise financière qui est partie du subprime, qui a vu complètement la disparition des grandes banques comme Lehman Brothers, qui a été complètement en faillite, le seul secteur qui a résisté à ce choc-là, c'était les banques qui menaient des activités conformément au principe de la finance islamique. Okay. Et ça, qu'est-ce qui explique cette résistance, cette résilience des banques gérées sur la base des principes islamiques? Bon, je pense qu'à ce niveau, il est établi que le système de la finance islamique, c'est un système qui est toujours adossé à des actifs tangibles. Okay. C'est-à-dire, c'est un système... C'est l'économie réelle. Qui, voilà, exactement, qui se base sur l'économie réelle. Donc, la spéculation n'a pas sa place dans le système de la finance islamique. Ce qui fait que quand on évite la spéculation, on évite également ce risque de faillite et ce risque également de choc externe qui viendrait comme ça à emporter le système financier. Effectivement. Ouais. Alors, finance islamique, je pense que c'est toujours bon de clarifier, d'expliquer de manière détaillée à ceux qui nous suivent, qu'est-ce que ça veut dire exactement. On sait qu'on parle de finance, on parle d'islam. Et l'islam, c'est une religion qui est pratiquée par une grande communauté, en fait... 2 milliards de population de la planète aujourd'hui. Sur la planète. Mais dans certains pays, c'est quasiment toute la population. Quand on prend des exemples comme le Niger, peut-être même le Tchad, le Mali, la Guinée, et je pense que le Sénégal, c'est des pays où la banque islamique est présente aussi. Donc la finance islamique aujourd'hui, pour la définir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une finance qui tire sa source de la religion musulmane, c'est-à-dire les principes de la charia. Okay. Donc l'islam définit, n'est-ce pas, le comportement du musulman dans tous ses aspects. Il y a les aspects dogmatiques qui sont liés à la pratique religieuse, qui sont les 5 piliers de l'islam que nous connaissons, mais il y a également les activités qui sont liées à la vie que le musulman mène en société. Ça veut dire les transactions que le musulman mène sont encadrées par la religion. Les liens d'union, genre mariage, sont également encadrés par la religion, par la charia. L'héritage est encadré par la charia. Donc la finance islamique tire ses sources de ces principes charaïques. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans la réglementation qui est entrée en vigueur en 2018, notamment la circulaire 03 de la BCAO, circulaire 002 de mars 2018 de la BCAO, qui encadre l'activité
impose à ce que chaque établissement de crédit qui exerce des activités de finance islamique puisse se doter d'un conseil charia. Ok. Le conseil charia, ce qu'on appelle aussi charia board, c'est ça? Oui, charia board. Et c'est lui qui va s'occuper de voir est-ce que les produits, les services que vous mettez en place sont conformes? Exactement. Le conseil charia est là pour valider, pour approuver nos produits. Okay. Et la conformité de ces produits aux principes de la finance islamique. Okay. Parce que ces principes... Excusez-moi, je voulais juste comprendre de manière très claire. Quand on parle de conformité, c'est quoi de manière objective, ce qu'on regarde pour voir si on est de la finance islamique ou pas? Je vous disais tantôt que les règles sont des règles charaïques. Quand vous faites une transaction financière, généralement, ces transactions sont encadrées par des contrats. Oui. Et les contrats stipulent la manière de mettre en place, n'est-ce pas, l'ensemble des process, la manière, par exemple, de fixer les rémunérations, la manière de fixer les délais et les échéances de remboursement, le produit, l'objet même du financement. À titre d'exemple, il y a des produits sur lesquels nos financements ne sont pas autorisés. Par exemple, le jeu du hasard. Vous voulez créer une entreprise qui va développer le jeu du hasard. Une institution de finance islamique ne peut pas le financer. Et c'est là que vous parlez d'objet licite. Donc, voilà, l'objet licite, exactement. Okay. Donc, tout ceci fait que nos produits doivent être conformes. Et cette conformité, elle doit être approuvée par le Conseil charia pour dire que ces produits peuvent être commercialisés et sont conformes au principe de la finance islamique. Okay. Alors, quand je lisais sur la finance islamique, je vis aussi un principe dont on ne parle pas beaucoup, qui, en tout cas, moi, je l'ai découvert en lisant, le partage des profits et des pertes. Comment, en matière de financement, de prêts, de crédit, on peut partager et les pertes et les bénéfices? Parce que dans la banque classique, chacun s'engage à ses risques et périls. En tout cas, si l'affaire marche, elle marche pour l'entrepreneur, elle marche pour la banque aussi. Mais si ça ne marche pas, bon, il y a quand même, la banque, elle s'est déjà couverte par des assurances ou par des garanties. Mais dans votre cas, dans le cas de la finance islamique, concrètement, ce partage de profits et de risques, ça se fait comment? Je parlais tantôt des produits. Donc, quand vous prenez un produit comme un produit qu'on appelle généralement istisna, c'est un produit où la banque et le client s'associent pour mener le projet. Okay. Donc, à partir du moment où vous êtes associé sur un projet, c'est que quand il y a rentabilité, c'est que c'est pour vous deux. Et en cas de perte également, vous vous assumez. Tous les deux ensemble. Voilà, tous les deux ensemble. Okay. Donc, c'est pourquoi on dit, sur le principe de la finance islamique, il y a également cette possibilité de partage de pertes et de profits. Donc, nous avons des produits qui sont spécifiques et qui peuvent, n'est-ce pas, conduire les deux à pouvoir associer, à unir leurs forces et mener le projet à leur risque et péril. Okay. Voilà. Et là, donc, ça, c'est le stisna. Ça peut être quel type de projet, par exemple? Ça peut être n'importe quel type de projet. Par exemple, vous pouvez créer une usine, je ne sais pas, de commercialisation d'eau minérale. En tout cas, n'importe quel projet commercial, économique, vous pouvez le monter ensemble en faisant recours à ce produit spécifique de la finance islamique. Mais derrière, il y a également des produits de financement basiques ordinaires. Et comme je le disais tantôt, un financement, il est fait et, conformément à nos principes, genre un financement court terme ou moyen terme, mais vous pouvez choisir par exemple le produit qu'on appelle communément Mourabaha. Donc ce produit-là, c'est exactement le crédit court terme ou le crédit moyen terme, le crédit à la consommation basique dans les banques conventionnelles. Vous venez nous voir pour nous dire, écoutez, vous avez besoin d'un crédit à la consommation. Mais nous ne pouvons pas mettre l'argent à votre disposition pour dire, écoutez, voilà l'argent et à l'échéance, vous nous remboursez avec un taux d'intérêt de, c'est pas, de X%. Non, on vous demande vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez acheter quoi? Qu'est-ce que vous voulez financer avec ce prêt que vous sollicitez? Vous nous indiquez ce que vous voulez acheter. En ce moment, nous vous donnons un mandat pour pouvoir négocier avec votre fournisseur le prix, parce que on ne peut pas aussi faire un travail que nous ne savons pas le faire. Genre, vous voulez acheter
vous avez une usine, vous voulez acheter une machine. C'est vous qui connaissez les caractéristiques de cette machine-là. C'est vous qui connaissez également le coût approximatif de cette machine. Donc, en ce moment, nous vous donnons un mandat pour que vous fassiez cette négociation au nom de la banque. Une fois que cette négociation est terminée, maintenant, nous entrons en jeu pour aller faire l'achat. Mais préalablement, on s'entendra également avec vous. On vous dira, écoutez, votre produit, votre machine-là coûtera, je ne sais pas, 10 millions de francs CFA. Êtes-vous prêt à pouvoir le racheter auprès de la banque à 11 millions de francs CFA? D'où il y a 1 million de gains que la banque réalise. Donc, si cela est accepté, là également, ça donne lieu à un contrat. N'est-ce pas? Un contrat, un engagement de votre part à accepter cette transaction pour dire... Donc là, ce n'est pas un contrat de prêt classique. Oui, ce n'est pas un contrat de prêt classique, mais c'est un contrat de vente. Voilà. Donc, un contrat de vente entre vous et la Banque islamique. Donc, dans un premier temps, vous avez un mandat. Vous êtes mandaté par la banque pour aller mener les négociations, fixer les prix et tomber d'accord avec le fabricant ou le fournisseur. Et à partir de ce moment, une fois que cela est fait, c'est un contrat de vente entre vous et la banque qui entre en jeu. Voilà. Dans ce contrat de vente, qu'est-ce qui peut être spécifié? Le montant principal que la banque engage pour vous acheter l'article ou bien la machine, la marge que la banque souhaiterait avoir sur cette transaction, la durée, n'est-ce pas? La durée de la location. De la location, non pas la location, la durée du remboursement du montant engagé. Donc voilà, ce sont les éléments. Et après, nous allons voir quelles sont les garanties ou les sûretés que vous comptez donner également pour pouvoir garantir, sécuriser ces transactions. Parce qu'on ne peut pas acheter aussi une machine, mettre à votre disposition, parce que nous avons payé le fournisseur. En ce moment, l'argent est sorti de la banque et nous avons à cœur également de garantir nos transactions et assurer la résilience aussi de notre établissement de crédit. Mais je pense que ça, c'est intéressant qu'on revienne encore sur les produits, mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on parle de la finance islamique de manière générale. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure du secteur financier au Niger, quel est le poids de la finance islamique dans ce secteur-là? Comme je vous l'ai dit tantôt, l'encadrement du secteur est intervenu en 2018. Nous sommes en 2020. C'est à partir de l'entrée en vigueur de la circulaire 0203-2018 de la BCAO que la Banque islamique du Niger a revu intégralement son process pour devenir une banque full finance islamique. Ça veut dire une banque qui commercialise que des produits de la finance islamique. Et si je comprends, avant on disait que la banque islamique était là, mais le cadre juridique n'existait pas. Exactement. Donc c'est seulement en 2018 que cela a été possible. Exactement. Exactement. Donc en 2018, c'est qu'avant il y avait la loi bancaire. L'UMOA avait autorisé en quelque sorte cette activité, mais la partie gouvernance, la partie surveillance et la partie encadrement de la gouvernance d'une manière générale, ça a été fait en 2018. Donc aujourd'hui, pour vous dire un peu les niveaux, n'est-ce pas, d'injection dans le crédit, du niveau de financement à l'économie, nous sommes à environ 68 milliards d'actifs financiers islamiques. Et nous avons également en hors bilan, en garantie de financement, autour de 26 milliards. Donc, chose qui n'est pas négligeable à l'intérieur. Mais ça représente quoi par rapport au volume total du secteur financier? Par rapport au volume total du secteur financier, ça ne peut pas représenter grand-chose. Du moment où, en face, vous avez 14 banques conventionnelles qui sont les plus importantes de la place et qui sont là depuis très longtemps. Mais, chose positive à signaler, c'est que ces banques conventionnelles qui sont sur la place, aujourd'hui, essaient d'ouvrir des fenêtres islamiques. Nous avons des éléments très positifs et qui encouragent au développement et qui nous laissent penser que sous peu, cette finance prendra la place qu'elle doit prendre. Il y a l'entrée en vigueur de la loi
n'est-ce pas, autorisant l'autorité, créant la haute autorité du WACF, la loi sur le WACF. Il y a également, vous avez parlé de l'association qui fait la promotion, l'ANEFI qui fait la promotion de la finance islamique. Nous avons l'université islamique au Niger qui, depuis 3 ans, forme des cadres parce que cette finance-là, il faut avoir les ressources humaines qualifiées pour pouvoir l'amener, pour comprendre l'enjeu et puis l'amener convenablement. Donc, il y a l'université qui forme déjà, qui prépare les étudiants à 2 masters, un master en banque assurance en finance islamique et un master également en conformité charia Mais et contrôle. Au niveau du ministère des Finances, par exemple, est-ce qu'il y a un service ou une direction dédiée à la finance islamique? Comme par exemple, je sais que pour les FSD, il y a quand même toute une organisation pour la microfinance ou d'autres secteurs de la finance. Mais est-ce que pour la finance islamique, il y a une organisation le ministère de Finances, c'est le ministère, c'est l'autorité de tutelle de toutes les banques. La finance islamique est exercée, ce métier est exercé par des établissements de crédit qui sont considérés par le ministère des Finances, tout comme par la Banque centrale, comme des établissements de crédit. Donc, ce qui est un peu aujourd'hui, ce qu'on déplore un peu, c'est que la Banque centrale n'est pas encore allée très loin dans la mise en place de l'ensemble des réformes à mener. Aujourd'hui, à titre d'exemple, pour le refinancement auprès de la Banque centrale, parce que dites-vous bien que l'économie est financée en dernier ressort par la Banque centrale. Donc nous collectons l'épargne publique pour financer l'économie, mais derrière le refinancement, n'est-ce pas, de nos banques, de nos établissements par la Banque centrale n'est pas traité de façon spécifique. Donc nous n'avons pas un guichet, par exemple, à la Banque centrale dédié aux banques islamiques pour pouvoir se refinancer. Donc, ce qui fait que nos marges de manœuvre restent toujours limitées si nous voulons appliquer une conformité à 100%. Alors, je vis quand même le groupe auquel vous appartenez, le groupe Tamuel, qui disait quand même, dans ses perspectives, c'est d'atteindre au moins 6%. D'avoir de la croissance du secteur bancaire. Je pense qu'il y a une croissance, je ne sais pas, l'industrie, ils disent ça a cru autour de 16%. C'est une période, j'ai oublié la période, mais en tout cas, c'est une période assez récente. Mais en projection, c'est d'aller au moins à 6%. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se répercute dans tous les pays où se trouve la Banque islamique? C'est faisable parce qu'il faut se dire également que nous sommes dans un espace, l'Union monétaire ouest-africaine est communément appelée OMOA. C'est un espace qui est très dynamique, avec des taux de croissance très positifs sur plusieurs années. Même en 2020, avec la crise sanitaire qu'on vit, le taux de croissance projeté pour l'Union est de l'ordre de 2,4, chose qui n'est pas négligeable. Donc, fort de tout cela, et également fort de l'évolution de la finance islamique dans le monde. Parce que de 2012 à 2019, l'actif financier islamique est passé d'environ 1763 milliards de dollars à plus de 2800 milliards de dollars. Presque un doublement. Voilà. Et il est établi également dans les projections, il est estimé que cet actif atteindrait plus de 3600 milliards de dollars. Donc, quand vous prenez des évolutions pareilles et le dynamisme que dégage cette industrie, corrélé au dynamisme de la zone, naturellement, on peut espérer atteindre un taux de progression de plus de 6% de nos activités dans la zone. Si je reviens sur la BIN, je sais que la BIN, aujourd'hui, en termes de présence sur le territoire national, est-ce que la BIN est présente dans toutes les régions? Oui, heureusement, effectivement. Heureusement pour nous, parce que nous adressons la population nigérienne et nous sommes présents dans quasiment 6 régions du pays. Nous entendons pouvoir étendre ce réseau-là sur la région de Tillabéri et de Dosso. Mais sinon, nous sommes présents à Agadez, à Tawa, à Maradi, à Zender, à Tessawa, à Dakoro, à Tera. Et à Niamey, nous avons quand même 5 agences à Niamey
à part l'agence principale. Et en termes d'évolution du portefeuille, comment, parce que aujourd'hui, est-ce que votre portefeuille, c'est un portefeuille qui arrive à évoluer en intégrant non pas seulement les comptes particuliers, mais par exemple les comptes entreprises ou les comptes organisations? Est-ce que vous arrivez à avoir une telle évolution? Tout à fait. Nous notons une évolution assez positive. Pour vous donner un peu les chiffres, nous connaissons quand même une croissance d'environ 15% de nos activités sur l'année 2020, malgré la pandémie et la crise sanitaire et toutes les contraintes que cela a suscité. Donc je pense qu'il y a un réel engouement et puis la demande, elle est là, elle est réelle. Et nous essayons de faire au mieux pour pouvoir mieux adresser cette clientèle qui s'intéresse à la finance islamique. Ok. Alors, une des problématiques qu'on a aussi dans notre espace, c'est quand même de plus en plus la question de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, que ce soit au Niger, au Sénégal, en tout cas dans tous les pays africains, la problématique de l'entrepreneuriat, surtout portée par les jeunes, est devenue un enjeu important. Les États veulent que les jeunes entreprennent de plus en plus. Mais une banque islamique comme la BIN, est-ce qu'aujourd'hui, elle intervient pour soutenir l'accès au financement des entrepreneurs, surtout des jeunes entreprises? Et si c'est là, quels sont les produits que vous avez pour accompagner le financement des entreprises? Vous savez, les produits peuvent être identiques entre une demande d'une grande entreprise, tout comme une PME ou une TPE, une toute petite entreprise. Maintenant, c'est le niveau de financement qui diffère. Oui. Je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, en encours, nous avons plus de 50 milliards de francs CFA environ d'encours de crédit. Mais cet encours-là, il est fait en respectant le principe de la finance islamique. Pour mieux adresser cette clientèle de PME ou de TPE, nous avons mis une organisation dédiée à ce type de clientèle. Voilà, nous avons un service PME-PMI. Et nous sommes encore allés plus loin en essayant de dégrader un peu les conditions applicables au PME-PMI pour que ça soit beaucoup plus favorable. N'est-ce pas? En renonçant à une partie de nos marges, bien sûr. Donc, c'est une politique, n'est-ce pas, qu'on mène, et c'est une stratégie non seulement d'attirer le PME à venir vers la finance islamique que nous menons, comme l'activité de finance islamique que nous menons, mais également d'accompagner l'éclosion, n'est-ce pas, ou bien la croissance de ces petites et moyennes entreprises dont vous parlez. Tout à l'heure, quand vous parlez de vos marges, est-ce que vous voulez me dire que vous êtes moins cher que la banque conventionnelle? Je ne peux pas le dire sous cette forme-là, mais quand vous prenez les conditions applicables à une grande entreprise, comparé à celle qu'on applique à une petite et moyenne entreprise ou une toute petite entreprise, la différence est réelle. Donc, c'est vrai que vous êtes d'accord avec moi que la PME ou bien la TPE, pour parler comme on a l'habitude de le dire, est plus risquée que la grande entreprise. Parce que la grande entreprise, elle a déjà maîtrisé son métier. Il y a une certaine résilience. Voilà, il y a une certaine résilience, mais la PME, elle est plus risquée. Malgré qu'elle soit plus risquée, je dis que nous appliquons des conditions plus favorables à la PME qu'à la grande entreprise. Alors, il y a quand même un autre aspect aujourd'hui, quel qu'en soit le segment sur lequel une banque se trouve, qui est un enjeu pratiquement mondial. Et donc, tout le monde, on sait que l'avenir se joue là-bas aussi. C'est tout ce qui est digital, la digitalisation. Exactement. Et pour une banque comme la vôtre, qui aujourd'hui, je pense que vous êtes déjà dans un chemin de transformation, parce que si on considère votre évolution à partir de 2018, où vous avez une bonne partie de la réglementation qui est en place, qui doit être appropriée, qui doit être aussi mise en œuvre. Sur le volet digital, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, par exemple? Sur le volet digital, nous avons une très belle annonce à faire parce que notre groupe a développé une plateforme qu'on appelle Tamwil Touch. Tamwil Touch. Tamwil Touch. Tamwil Touch. Et cette plateforme-là est déjà déployée au Sénégal, à la Banque islamique du Sénégal. Elle est déjà déployée en Guinée. Et le Niger était prévu, la BIN
Le déploiement était prévu en avril 2020. Malheureusement, avec les contextes que vous connaissez, nous n'avons pas pu implémenter la plateforme. Mais sous peu, le projet va redémarrer parce qu'aujourd'hui, il faut apprendre de vivre avec la pandémie. Donc, on fera au mieux pour que le projet démarre. Et très bientôt, vous aurez accès à vos comptes, vous aurez la possibilité de pouvoir consulter, de pouvoir faire des virements à travers vos tablettes. Alors, il y a quand même aussi quelque chose qui est très intéressant pour nos téléspectateurs, parce que Business Challenge est suivi quand même par ceux qui s'intéressent à l'économie, à l'entrepreneuriat. Et très souvent, ce sont les entrepreneurs qui parlent de la banque, de leur relation avec la banque, et, de ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas bien. Mais vous, en tant que banquier, comment vous voyez les acteurs économiques, les entrepreneurs, à la fois dans leur démarche de recherche de financement, tout comme dans leur façon de se comporter en tant que partenaire de la banque? Quelle est votre analyse des acteurs du secteur privé? Je parle du cas du Niger, bien sûr. Nous sommes au Niger, on doit parler du cas du Niger, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des évolutions positives à noter en termes de relations entre les entrepreneurs ou bien les hommes porteurs de projets et les banques. Il y a quelque chose d'extrêmement positif à relever, c'est l'encadrement que donne la Chambre de commerce à travers la mise en place de mécanismes d'accompagnement de ces acteurs-là dans l'élaboration de leurs états financiers, dans leurs déclarations fiscales. Et également, il y a le mécanisme de refinancement de PME-PMI qui a été mis en place par la BCEAO pour faciliter à ce que si les banques donnaient des crédits à les PME-PMI qui remplissent un certain nombre de critères, que le processus de refinancement auprès de la BCEAO en soit facilité. Donc, tout cela concourt aujourd'hui à dire qu'il y a quand même un progrès qui a été enregistré. Il reste évidemment beaucoup de choses à faire, effectivement, sur lesquelles tous les acteurs doivent travailler. Les banques, tout comme la clientèle généralement la clientèle porteuse de projets. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Il y a également les centres comme d'incubation. Là aussi, les incubateurs, ça c'est aussi c'est un élément positif qui vient s'ajouter à l'écosystème. Donc c'est en étant tous ensemble et en réfléchissant sur les défis à relever que nous pourrons avancer. Mais analyser la situation de façon antagonique pour dire que voilà, c'est la faute des banques, tantôt c'est la faute des entrepreneurs parce qu'ils ne présentent pas des états financiers cohérents, je pense que ça n'aiderait pas à pouvoir avancer. Donc vous voyez comment évolue l'écosystème et vous pensez que cette évolution est de nature à renforcer la confiance entre les différents acteurs. Effectivement. Non, et puis c'est vrai parce que normalement le rôle de l'écosystème c'est quand même de contribuer à améliorer la performance des acteurs, tout ça. Alors, pour finir notre entretien, j'ai encore deux questions qui me semblent intéressantes à vous poser. C'est que vous êtes à la tête de la BIN il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Oui, un peu plus de 6 mois. Mais bon, vous avez quand même toujours été dans le secteur bancaire, d'après les échanges que nous avons eus. Alors, aujourd'hui, quand on vient en tant que directeur général, nouveau directeur général, on vient quand même porter des projets, des ambitions de développement. Et vous, en venant, c'est quoi les chantiers sur lesquels vous avez l'engagement de prendre en main et quels sont les chantiers prioritaires pour vous, pour le management que vous avez actuellement? Merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter un peu la stratégie ou bien le chantier le plus important pour la BIN. Je vous le disais tantôt, la BIN a entamé sa transformation, n'est-ce pas, en banque islamique, en full finance islamique bank, comme le disent les anglo-saxons, depuis 2018. Nous avons un encours à traiter pour pouvoir le rendre conforme aux principes de la finance islamique. À partir de ce moment, le volet le plus important, c'est la qualité des ressources humaines dont on dispose. Et nous avons ouvert ce chantier de pouvoir faire certifier l'ensemble des cadres de la banque. Donc aujourd'hui, nous notons avec beaucoup de satisfaction que tous les responsables des agences à Niamey-Ville sont certifiés
financier islamique. Ok. Et ce processus-là l'a été fait également pour l'ensemble des directeurs du département. Donc, une fois qu'on a atteint cet objectif de pouvoir avoir une ressource, un personnel hautement qualifié, maintenant, ce qui restera à être, ce qui sera fait, c'est de développer l'activité à travers le pays. Et là également, nous avons mis focus sur d'abord l'aménagement de nos agences existantes. Et nous avons également un projet pour pouvoir étendre le réseau pour aller... Aujourd'hui, vous avez combien d'agences? Nous avons 14 agences. 14 agences, okay. Voilà. Donc à terme, je pense que nous avons prévu l'ouverture de 2 agences en 2021. Okay. Donc ce qui portera à 16 le nombre d'agences. Et progressivement, nous allons quand même couvrir l'ensemble du territoire national. Okay. Donc ça, ce sont les ambitions que vous avez en matière de développement. Développer la finance islamique. Ça veut dire avec un personnel hautement qualifié et qui connaît le métier et qui va accompagner, n'est-ce pas, ce besoin qu'exprime la population nigérienne pour la finance islamique. Et en termes de performance financière, comment vous projetez les années à venir? Est-ce que vous avez, par exemple, aujourd'hui votre portefeuille? Quel est le niveau de croissance du portefeuille que vous prévoyez? Quel est le niveau du crédit, de l'encours que vous prévoyez? Aujourd'hui, sur 2020, déjà, nous avons un plan quinquennal, un plan qui part de 2020 jusqu'en 2025, 2024. Et nous avons prévu toujours, chaque fois, un bond d'environ 20% de nos actifs. Et 20% également, environ 18% des encours de crédit. Donc, cela dépend également de croissance économique du pays. Donc, ce sont des projections, mais nous projetons quand même développer assez rapidement nos activités sur l'ensemble du territoire parce que la couverture nationale, il faut qu'elle soit parfaite. Oui. Alors, là, nous allons finir en faisant une synthèse pour nos téléspectateurs parce que nous avons parlé de la banque islamique, de la finance islamique de manière générale, mais nous avons parlé aussi de l'écosystème. Alors, 3 acteurs que moi je connais et dont vous avez parlé. Aujourd'hui, il y a une haute autorité au WACF. Il y a l'ANEFI. Il y a l'université qui doit former qui forme la ressource humaine. Bon, naturellement, il y a tous les autres acteurs du système financier. Aujourd'hui, ces acteurs-là, quelle est la synergie que vous développez ensemble? Par exemple, aujourd'hui, la haute autorité au WACF, quel est le lien avec la banque? L'ANEFI aussi. La haute autorité WACF est censée mettre en place des fonds WACF. Le fonds WACF, c'est un fonds qui est dédié à générer, n'est-ce pas, de marges, mais que ces marges puissent être affectées à des œuvres caritatives. Et cette haute autorité du WACF doit forcément disposer des comptes. Si vous gérez des fonds, c'est que vous devez, si vous mobilisez des financements, c'est que vous êtes tenu disposer des comptes. Et le fait qu'on soit une banque islamique et la seule sur place, l'autorité du WACF a quelque part obligation de disposer des comptes chez nous, à ouvrir ces comptes chez nous. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà en relation de compte avec l'autorité du WACF. Et par ailleurs également, nous, en tant que financiers, nous savons gérer les fonds. Et vous les conseillez sur Et voilà, donc, sur beaucoup des aspects d'utilisation, sur beaucoup d'aspects de placement, nous conseillons l'autorité du WACF et dont l'autorité du WACF a gagné en rentabilité, n'est-ce pas, à rentabiliser assez rapidement les fonds dont l'autorité est dépositaire. Par rapport à l'université, nous accompagnons un peu la sortie des étudiants dans la préparation de leur mémoire. Étant la seule banque islamique de la place, nous offrons des stages à ces étudiants, nous les accompagnons. Nous mettons à leur disposition la documentation qu'il faut pour les aider à mieux comprendre et également les accueillir en interne pour qu'ils se frottent un peu à la pratique et pouvoir élaborer les différents rapports et mémoires qui leur permettent aujourd'hui de disposer de leur diplôme, d'obtenir leur diplôme.
Avec l'ANAFI, c'est la seule association qui fait réellement aujourd'hui la promotion de la finance islamique. Et une fois que la promotion est faite, naturellement, ça bénéficie également aux acteurs comme nous, qui cherchons à avoir de la clientèle. Donc, je pense que cette synergie, elle est positive et nous accompagnons également les établissements communément appelés des microfinances, le système financier décentralisé, dans la quête, n'est-ce pas, de leur agrément. Nous les accompagnons avec des lettres, avec tout ce qui est requis. Mais ils peuvent aussi prendre des financements chez vous, parce que je pense qu'ils se financent auprès des banques aussi. Oui, oui, effectivement, nous comptons signer des partenariats. Pour l'heure, nous n'avons pas encore une grande expérience dans la mise à disposition de fonds à part un ou deux associations, deux établissements de microfinance. C'est à des niveaux qui sont très bas, mais plus ils montent en puissance, l'activité des EFD monte en puissance, plus nous serons à leur côté pour pouvoir les accompagner également à atteindre cet objectif de mettre à disposition de la population des produits conformes à la finance islamique. Ok. Donc, finalement, en termes de perspectives, on peut dire quand même que c'est des perspectives qui sont très bonnes, parce que tout cet écosystème qui se met en place, normalement, oui, nous restons optimistes. Vous devrez avoir un rôle à jouer un peu partout. Effectivement. Okay. Effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'est nous qui vous remercions. J'espère que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ont pu avoir plus d'informations et plus d'éclairage sur la finance islamique, mais également sur la banque islamique, qui existe au Niger, mais dans d'autres pays aussi. Je pense que ça oui, le groupe Tamul a 4 filiales. Nous sommes présents au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée et au Niger pour le moment. Et il y a quand même des projets d'extension vers d'autres pays, de l'espace de Ben voilà, donc ça aussi, ça peut faire une synergie, parce que même les entrepreneurs aujourd'hui ne réfléchissent pas seulement en termes de territoire national. Le marché devient commun, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus grands, dans un espace plus grand. Donc, c'est important qu'on comprenne tout ça. Monsieur Adoum, merci en tout cas d'être venu dans Business Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce plateau, Business Challenge, notre plateau Grand Angle. Restez à notre compagnie pour la suite de cette édition. Pour organiser et affecter de façon efficace les ouvriers spécialisés en bâtiments, travaux publics sur les chantiers de construction, Fidèle Abalo Mitokwe a eu une ingénieuse idée. Il a créé une plateforme qui permet de sélectionner et recruter des main-d'œuvre qualifiées en BTP. J'étais sur un chantier quand le propriétaire se plaignait d'un ouvrier à qui il a remis de l'argent et finalement l'ouvrier a disparu. Et il ne sait où le trouver. Donc là, ça m'a tiqué. Je me dis, mais je me suis rapproché un peu de lui et il m'a expliqué son problème. L'ouvrier, naturellement, c'est de nationalité étrangère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour limiter ce genre de dégâts? C'est là l'idée m'est arrivée. Il n'y a pas 3 mois de mettre en place le système, la plateforme. Et j'enregistre les ouvriers qui ont déjà fait une bonne finition, qui finissent bien maîtrisent très bien leur domaine, et que je dispose, que ce soit dans le domaine de la menuiserie, aluminium que je fais, la maçonnerie, la peinture, tout ce qui concerne le BTP. Chacun dans sa spécialité. Si tu es bien dans ton domaine, là, on enregistre ton nom. J'ai créé un fichier au secrétariat où on enregistre le nom des spécialistes dedans. Et si un client vient nous demander, là, on regarde dans le fichier et on voit quel ouvrier mettre à sa disposition pour qu'il fasse son travail. C'est une entreprise. L'entreprise, on lui met carrément les ouvriers spécialisés à la disposition de l'entreprise. Mais quand c'est des individus, c'est nous-mêmes qui gérons l'ouvrier. C'est nous-mêmes qui gérons l'ouvrier à notre niveau ici.
Béninois de nationalité, mécanographe de formation, Fidèle Abalo Mitokbe est dans la menuiserie, aluminium et vitrerie depuis plus de 30 ans. En 3 mois d'activité, sa plateforme enregistre des grands succès. J'avoue que c'est par curiosité que je suis arrivé ici, parce que moi je suis natif de Niamey et c'est la première fois que je vois une plaque comme ça. Je dis bon, écoutez, je vais tenter. Donc ce qui est intéressant dans ça, et tout ce qui est aspect staff, peinture, électricité, c'est le bureau qui prend en charge. Donc vraiment, je suis satisfait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis là, c'est pour reprendre encore contact avec lui pour poursuivre certains petits travaux annexes dans la maison. C'est ce qui m'a ramené en réalité ici. La procédure de recrutement et de prise en charge du client est simple, stricte et réglementaire. Nous demandons ses besoins d'abord. S'il y a un ouvrier qui disparaît, immédiatement, on trouve quelqu'un d'autre pour le remplacer, pour que le chantier puisse avancer. Le client et nous, il y a un contrat. Avec l'ouvrier et nous, il y a un contrat. Cette initiative locale renforce la confiance entre les demandeurs de services et les ouvriers spécialisés. J'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité pour Business Challenge. J'espère que vous en avez tiré un très bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Cherchez nos archives sur YouTube et aussi à travers notre fil Twitter, vous pouvez interagir avec notre équipe ou bien être en contact avec notre équipe tous les jours à travers la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Challenge FM émet sur la fréquence 96.6. Si vous êtes à Niamey et dans ses environs, vous allez pouvoir nous capter. Merci encore une fois pour votre confiance et pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.